Voilà. Vous Parfait. m'entendez? Tout à fait, maintenant c'est Ok, parfait. je suis désolée, mauvais démarrage, donc je reprends. Hop, je retourne dans ma présentation. Je repars de zéro. Voilà, vous voyez bien mon écran? Oui. C'est parfait, on peut y aller. Donc voilà, bienvenue au rendez-vous de la formation continue. Comme je vous l'expliquais, Katia, il faut vraiment que vous coupiez les micros, en fait. Je pense que ça fait de l'écho sinon. C'est bon? Ouais, ça a l'air d'être mieux là, merci beaucoup. Donc voici la présentation du diplôme universitaire intervention civile de paix. Donc la webconférence va être enregistrée pour pouvoir être diffusée par la suite en replay. Donc voilà, donc on vous remercie effectivement de fermer vos caméras et vos micros si vous ne voulez pas être visible sur cet enregistrement. Nous allons vous présenter donc le DU et ensuite, en fin de conférence, il y aura la possibilité de poser des questions directement aux intervenantes. Donc, les intervenantes du jour, donc Cécile Dubernay, qui est docteure en sciences politiques et relations internationales et enseignante-chercheuse à la Faculté des sciences sociales, économiques et de droit de l'ICP. Elle est également directrice du diplôme universitaire intervention civile de paix. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Marie Boll, qui est chef d'équipe en Irak pour Non-Violence Peace Force, et Charlotte Le Cellier, coordinatrice des Peace Brigades internationales France et du Comité français d'intervention civile de paix, donc ces deux organismes étant deux partenaires de la formation. Et moi-même, donc Katia Latapi, qui suis en charge de la formation professionnelle et des relations entreprises. Donc, je vais vous présenter rapidement l'Institut catholique de Paris. Donc, l'Institut catholique de Paris, c'est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Nous sommes labellisés, évalués au niveau de la qualité par le HCRS et nous sommes certifiés Calliope. Nous avons 3 établissements, donc l'établissement historique principal, qui est le campus de Paris, mais nous avons ouvert il y a 2 ans maintenant un campus à Reims et une toute nouveauté en septembre 2023, un campus à Rouen. L'Institut catholique de Paris, donc ça représente donc 10 000 étudiants chaque année sur le campus, dont un tiers viennent de l'étranger. Nous proposons une vingtaine de licences, 26 masters, 6 prépas et 7 doctorats. Et nous avons des partenariats avec des universités dans le monde entier, donc 140 universités. Nous sommes titulaires également de la charte Erasmus+, et membres du FIUC et de la FUCE. Voilà, donc l'Institut catholique de Paris, donc c'est une entité un petit peu comme un grand groupe qui accueille donc des facultés et des instituts. Donc nous travaillons autour des humanités de manière générale. Donc ici vous avez les 6 domaines principaux qui sont solidarité, interculturalité, le management, développement durable et la RSE, les ressources humaines, la médiation et la QSE, l'éducation et la pédagogie, l'éthique et santé, et enfin la théologie, laïcité et religion. Concernant la formation professionnelle à l'ICP, c'est une alliance académique et professionnelle. Donc nous avons, pour vous donner un ordre d'idée, 900 enseignants-chercheurs, dont 50% sont issus du monde professionnel. Nous avons un réseau de 5 bibliothèques, des formations en présentiel, en distanciel et en hybride. Et les formations associent les apports théoriques et la pratique. Et évidemment, nous avons de l'équipement et du matériel pédagogique adapté pour pouvoir réaliser toutes ces formations. Donc, l'ICP répond à sa mission d'utilité sociale en proposant une offre de formation continue qui est conçue en collaboration étroite avec le monde du travail sous toutes ses formes. Et c'est une offre qui vise à valoriser tout au long de la vie l'accès au savoir des chercheurs, des universitaires et des experts pour éclairer les acteurs économiques et puis également pour aider à mieux appréhender les grands enjeux du monde contemporain et faire face aux conséquences des profondes révolutions, qu'elles soient technologiques, économiques, politiques, environnementales, auxquelles toutes les organisations sont confrontées. Voilà, donc c'est une offre engagée, donc à soutenir les acteurs socio-économiques,
à assumer un management humain et responsable et aussi à développer les compétences nécessaires à la prise de décision stratégique et à la mise en place d'une gouvernance éthique, responsable, solidaire et écologique. Voilà. Plus particulièrement concernant la formation professionnelle toujours, donc nous avons accueilli en 2022 4000 stagiaires. Nous proposons 2 masters et une licence pro en apprentissage. Également 30 des individus en master font de la reprise d'études. Nous avons 3 titres RNCP et 5 certifications inscrites au registre spécifique, une trentaine de diplômes universitaires compatibles avec une activité professionnelle et enfin des formations professionnelles courtes et sur mesure. Alors, on fait aussi, comme on fait de la recherche, on a aussi des chaires de recherche. Donc, une chaire avec l'ICP ESSEC qui s'appelle Entreprises et biens communs, qui propose de la recherche disciplinaire autour de la notion de bien commun appliquée aux entreprises. Et puis également une chaire numérique et citoyenneté qui vise à mettre le numérique au service de l'homme. Et elle va développer des recherches transversales et stimuler les enseignements pluridisciplinaires associant étudiants, doctorants, enseignants-chercheurs, professionnels du secteur digital et des partenaires socio-économiques. Voilà pour une présentation rapide de l'Institut catholique de Paris. Et je vais d'ores et déjà, voilà, maintenant passer la main donc à Cécile Dubernay qui va vous présenter le diplôme universitaire intervention civile de paix. Bien, écoute, merci Katia, merci d'avoir mis la scène, donné le contexte de notre belle maison. Et donc moi, je vais vous parler, je pense que vous êtes là pour ça aussi, je vais vous parler de cette formation qui est assez unique. Et bien sûr, je parlerai 15 minutes maximum, mais je donnerai aussi la parole aux partenaires de la formation parce que je pense que c'est ce qui peut vous intéresser le plus. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Voilà. Ah, bah, écoutez, je vais donc vous parler. Alors, je vais commencer par vous parler de ce qu'est l'intervention civile de paix, la définir, vous dire pourquoi c'est important. C'est quelque chose qui n'est pas très connu en France, qui nous vient un peu des pays scandinaves, des pays germanophones, voire du Canada. Et ensuite, vous expliquer un petit peu comment on l'aborde ici, dans notre maison. Donc, l'intervention civile de paix, concrètement, c'est l'idée que, à la demande de défenseurs des droits locaux dans différents pays du monde, des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi de journalistes, de syndicalistes, d'avocats, de communautés de femmes, de communautés de personnes qui demandent justice ou qui cherchent la vérité sur des conflits, sur des choses comme ça, on peut envoyer des équipes d'accompagnateurs internationaux qui sont non armés et qui sont formés à différentes compétences de transformation des conflits, et notamment l'observation, la communication non violente, la gestion des rumeurs, l'accompagnement, la médiation locale, etc. Alors, ce qui est particulièrement important dans ce travail de formation, donc, si vous voulez, je dis souvent qu'en France, ce qu'on connaît très très bien, c'est l'intervention militaire. Là, on connaît bien ça, puisqu'on est même reconnu au niveau international, même si ça pose certains problèmes. On connaît aussi très bien l'intervention humanitaire, vous savez, dont on a terriblement besoin à Gaza en ce moment. Et puis, mais entre les deux, il y a toute une série de compétences qu'on n'a pas beaucoup travaillées en France historiquement. Des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Scandinavie les ont beaucoup plus travaillées. Et donc, on apprend finalement de leurs expériences. Alors, euh, se déclinent souvent ces compétences dans différents types d'actions, et les principaux que je veux souligner, c'est d'abord l'observation. Vous avez sans doute entendu parler de l'observation d'élections, mais il y a aussi l'observation de procès, l'observation de manifestations, l'observation de projets, l'observation même de formation, parce que parfois, dans certains endroits, la formation elle-même est politiquement supervisée. Et puis aussi l'accompagnement des personnes et des communautés menacées, l'accompagnement des réfugiés quand ils sont expulsés, l'accompagnement pour passer des checkpoints. Tout ce genre de travail, c'est la base de l'intervention civile de paix. Et sur la base de ce travail, parfois, les intervenants sont aussi amenés à travailler la médiation et même parfois l'interposition. Mais là, c'est dans des cas très, très particuliers. Alors, qu'est-ce qui est si particulier dans cette forme de travail? C'est qu'en fait,
là je vous l'ai représenté avec un petit schéma, c'est une forme d'action de terrain qui n'est pas humanitaire, parce que contrairement aux humanitaires, les équipes d'ICP n'apportent pas de ressources matérielles dans les zones de conflit, pas de médicaments, pas de vivres, etc. La seule ressource apportée, et elle est importante, c'est la relation, c'est la présence. Et la présence, c'est une ressource qui est complexe, qui est manipulable aussi, hein, comme toute ressource. Et donc, c'est quelque chose qui est travaillé avec beaucoup de précautions. Et l'autre dimension, c'est que ce n'est pas une présence militaire, c'est-à-dire que contrairement aux militaires et même aux casques bleus, les équipes d'ICP ne portent pas d'armes, pas même pour se défendre. Et ça veut dire ça, en contrario, que leur sécurité et celle de ceux qu'ils accompagnent repose uniquement sur leurs compétences en termes d'analyse d'informations, d'analyse de menaces, leur réseau, la façon dont ils sont intégrés dans le tissu social, la perception que les acteurs armés ont d'eux et de leur façon de travailler. Donc là, on est véritablement sur un travail de la présence qui est très, très fin, je dirais. Alors, est-ce possible de protéger sans armes? Vous me direz, c'est peut-être un peu naïf, mais en fait, c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de contextes. Mais ça requiert un sacré travail de préparation et de formation, et puis ça requiert ce que l'on vous a représenté là, un ensemble de principes, de valeurs, de méthodes, d'outils et de compétences. Alors, c'est un travail qui repose sur des valeurs fortes, qui sont souvent articulées de façon juridique, autour de la dignité humaine, autour du droit international humanitaire, le DIH, autour des droits humains, la DUDH, la Convention des droits de l'enfant, la Convention des droits de la femme, mais aussi, et je l'ai souligné en jaune, vous le voyez bien, tout ce qui relève du droit local. Parce qu'en fait, les communautés locales qui appellent à ces interventions, elles-mêmes travaillent autour du droit local. Il y a très peu de pays, vous le savez, qui ont dans leur constitution que c'est OK de torturer les gens ou de faire des arrestations arbitraires. Et pourtant, beaucoup de pays pratiquent ces choses-là. Et donc, c'est dans cet interstice que les activistes locaux et internationaux travaillent. Il y a les valeurs, il y a aussi des principes. Et les grands principes de l'intervention civile de paix, c'est bien sûr la primauté des acteurs locaux. Ce sont eux qui travaillent leurs conflits et les accompagnants sont là pour les soutenir. Deuxièmement, la non-violence. Absolument. L'impartialité, ou la non-partialité, ça dépend comment on la formule, l'indépendance, et cette idée qu'on peut travailler la sécurité de civil à civil. On passe bien sûr par les institutionnels, on passe aussi, on est toujours en contact avec les acteurs armés, mais le civil est au départ de l'action et le civil est à l'arrivée de l'action. Les méthodes, ben, je les ai mentionnées, l'accompagnement, l'observation, la documentation, la médiation de proximité, l'interposition également. Et les compétences qui vont derrière. Alors, la compétence numéro 1, celle que je donne toujours à mes étudiants, c'est vraiment l'écoute, la capacité profonde d'écoute de ce qui se passe sur un terrain, mais aussi l'analyse de conflits, la cartographie, la gestion de l'information, la négociation, le dialogue, la communication non violente, etc. L'intervention civile de paix, ça fait à peu près 40 ans qu'elle se pratique sur le terrain, sur toutes sortes de terrains, beaucoup en Amérique latine, de plus en plus en Afrique, au Moyen-Orient et aussi en Asie. Je vous ai mis ici un certain nombre d'organisations qui l'ont lancé. Les premières, c'était les brigades de paix internationales, mais il y a aussi Nonviolent Peace Force, il y a le CIPAS au Mexique, il y a les Christian, on dit aujourd'hui les Community Peacemakers Team, il y a Interpeace, Search for Common Ground, il y en a beaucoup, puis surtout, il y a beaucoup de locaux qui travaillent déjà à ces choses-là, qui sont certainement moins connus. Et au plus haut niveau, parce qu'on a les locaux, on a les réseaux internationaux, et puis on a certaines institutions qui ont développé de très belles compétences là-dessus. Je pense bien sûr au CICR qui produit des outils sur la protection dans les zones de conflit qui sont particulièrement importants. Donc, on a des retours d'expérience, on a des retours d'échecs, on a des retours de succès, on a des partages et puis on a des manuels aujourd'hui de formation qui nous servent. La plupart de ces outils et de ces travaux sont en anglais, mais nous, il nous a semblé vraiment important aussi de créer une formation en francophone. J'ai beaucoup travaillé sur des formations anglophones pendant plus de 10 ans et il y a 5 ans, nous avons décidé que c'était important de pouvoir aussi décliner ces compétences en français. Je tiens juste à dire que, comme je le mets là, c'est difficile. C'est pas un travail facile, c'est pas un travail de recette magique. C'est un travail où on avance pas à pas avec les gens. Et il n'y a rien de jamais donné quand on parle de paix. Alors, pourquoi néanmoins se former à ces compétences? Quelques points rapides. D'abord parce que je pense que la sécurité humaine, c'est un enjeu global, majeur,
au 21e siècle. Et la sécurité humaine, j'entends une sécurité intégrale qui inclut les questions environnementales. Il y a beaucoup de défenseurs de l'environnement qui sont sous pression actuellement. La sécurité économique, la sécurité politique et militaire, bien sûr. Deuxième point, je pense que on est dans une impasse assez stratégique et assez importante en matière de protection humaine. Actuellement, on le voit dans de nombreux terrains de conflit. On est obligé, on a beaucoup misé sur les interventions militaires et la construction post-conflit ces dernières années. Et actuellement, on est plutôt dans une phase, en tout cas les démocraties, dans une phase de retrait et d'interrogation. Et je pense qu'il nous faut véritablement vraiment travailler avec les gens locaux qui le demandent à développer d'autres formes de réseaux et de compétences qui existent, hein. Et que ça, c'est valide dans plein de terrains de conflit. Et c'est aussi valide chez nous. Il y a un nombre croissant d'organisations qui se montent pour faire de l'observation de manifestations, pour faire de l'observation d'expulsion de migrants, pour faire du travail sur la sécurité quotidienne des Français dans des quartiers où ce n'est pas toujours évident. Je voulais simplement finir avec une citation ici de l'ONU, citation de 2015. Donc, vous voyez, ça remonte à il y a quelques années. Depuis au moins cette période-là, l'ONU est en train de pousser pour que ce genre de travail se développe en parallèle et certainement en complémentarité avec d'autres formes d'intervention. Avec cette idée qui est reconnue aujourd'hui que si on ne fait pas attention à ce qui se passe localement, on n'a rien compris à une zone de conflit. C'est bien ce qui nous est arrivé, que ce soit en Afghanistan, en Irak ou au Mali. Alors, je vais aller un petit peu vite sur nos territoires parce que je l'ai décliné, on pourra partager cette présentation, mais effectivement, nous avons des tensions et des fragmentations dans nos territoires. Et on l'a vu récemment en France, hein, que ce soit dans les banlieues, que ce soit sur des questions environnementales. Ce qui est très inquiétant, c'est que les peurs qui sont liées et qui émergent de toutes les transformations que l'on traverse sont très facilement instrumentalisées dans les réseaux sociaux et par certains acteurs politiques. Et ça conduit à des replis identitaires, à des anomalies sociales, à des phénomènes de boucs émissaires, à la montée de populisme. Et il nous paraît vraiment important de travailler au plus près du terrain pour déconstruire les peurs ensemble, en tant que citoyens. Parce que sinon, bien, c'est bien nos droits humains et notre état de droit qui pourrait véritablement souffrir, d'autant plus qu'il est fragilisé, hein, on le sait, par des questions d'investissement, des manques d'investissement ces dernières années. Donc, je pense qu'on a pris conscience qu'il ne s'agit pas simplement de la Colombie, du Soudan ou d'ailleurs, il s'agit aussi de compétences pour défendre l'état de droit chez nous. Le DU, le DU, il travaille véritablement là-dessus. Il est issu d'un partenariat entre l'Institut catholique de Paris et le Comité français pour l'intervention civile de paix. C'est une formation qui est éligible au CPF, au compte personnel de formation. Donc là, il y a un code qui vous est donné, mais vous pouvez le retrouver sur toutes nos brochures. Et l'idée du DU, c'est vraiment d'aider, de donner des compétences en communication et gestion de crise. C'est à ce titre d'ailleurs qu'il est au RNCP. Pour être capable de mobiliser des principes, des outils juridiques, pour bien comprendre comment défendre les droits humains, d'être capable de développer des méthodes d'analyse des conflits et des méthodes d'action non violentes qui sont pertinentes dans tel ou tel contexte. Et puis aussi, c'est un diplôme où vraiment on travaille beaucoup avec les participants pour qu'ils connaissent, qu'ils découvrent, qu'ils explorent leurs propres forces et limites en situation de tension. On est tous différents, on a tous nos limites, on a tous nos histoires et nos trajectoires, et on a tous ce pouvoir de développer des compétences en transformation de conflit, mais pas forcément exactement le même. Et ça, du coup, c'est particulièrement important de le décoder, parce qu'on ne peut pas envoyer des gens dans certaines situations s'ils ne sont pas prêts. Concrètement, il se passe en un semestre, ce diplôme, un semestre qui est principalement en ligne, avec 6 unités d'enseignement, 2 unités d'abord d'introduction en janvier-février, dont une semaine en visio, assez intensive avec différents intervenants, donc c'est vraiment la partie la plus introductive. Et ensuite, on a 3 unités d'enseignement sur la médiation, sur l'analyse des conflits et la cartographie et sur la sécurité. Et puis, ça c'est le grand moment que tout le monde attend, on se réunit quand même tous en présentiel parce que quand même on travaille sur quelque chose qui a du corps. On se réunit pour une semaine de simulation. Et cette année, l'année prochaine, en 2024, ce sera du 16 au 20 juin. Voilà,
Donc, pour finir, avant de passer la parole à mes collègues, vous pouvez bien sûr postuler votre candidature sur le site de l'ICP, dans l'onglet formation diplôme universitaire. Il y a un coût, bien évidemment, mais comme je l'ai dit, si vous avez un CPF, ça peut vous aider. Et puis, bien sûr, nous restons complètement à votre disposition pour répondre aux questions. Voilà, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais immédiatement, du coup, passer la parole à ma collègue du Comité français pour l'intervention civile de paix, c'est Charlotte Lecellier. Merci Cécile. J'espère que vous m'entendez toutes et tous correctement. C'est parfait. Je m'excuse de ne pas pouvoir mettre ma caméra. Malheureusement, ma connexion n'est peut-être pas optimale pour ce faire. Charlotte Lecellier, coordinatrice des activités du Comité français d'intervention civile de paix, qui existe depuis 1997 et qui constitue un collectif d'associations engagées dans la solidarité internationale et dans le domaine de la non-violence. Nous sommes donc un collectif et je souhaite mentionner ici nos organisations membres, à savoir la section française des Brigades de paix internationales, le collectif Guatemala, Non-Violent Peace Force également, et le mouvement pour une alternative non violente basé en France. Nous faisons principalement de la promotion de l'intervention civile de paix dans le but de parvenir à sa reconnaissance officielle au niveau national et à certaines mesures au niveau européen, comme un outil courant de résolution des conflits. Et pour ce faire, nous menons des actions de sensibilisation auprès du grand public, de formation de professionnels, comme à travers du diplôme universitaire d'intervention civile de paix que nous co-gérons donc, comme on vous l'a expliqué, avec l'Université catholique de Paris et avec Non-Violent Peace Force. Cette formation donc, a pour but, pour les personnes souhaitant avoir une nouvelle approche du terrain et de la résolution de conflits, de découvrir différentes méthodes. Et en parallèle de ces activités, nous faisons également un effort de recherche sur la résolution des conflits. Toutes ces activités de formation nous permettent notamment auprès de nos organisations membres, telles que PBI France, d'envoyer des volontaires sur le terrain, qui ensuite deviennent des observateurs internationaux de la situation des droits humains et prodiguent un accompagnement protecteur et physique des personnes engagées dans leur défense à l'échelle locale, toujours en respectant certains principes, ceux de non-ingérence et de respect des capacités et du développement des projets locaux. Je vais peut-être m'arrêter ici pour ma présentation et passer la parole à mes collègues. Je reste disponible, bien entendu, pour toutes vos questions à la fin de la réunion. Merci beaucoup. Oui, super. Merci Charlotte. Je pense que la personne qui doit intervenir maintenant, c'est vraiment celle que vous attendez parce que c'est Marie Boll, qui est notre co-formatrice aussi dans la formation et qui nous parle d'Irak, puisqu'elle met ça sur le terrain directement. Marie? Oui, merci Cécile. Marie Boll. Effectivement, je vous parle depuis le sud de Mossoul, donc j'espère que la connexion ne sera pas trop mauvaise. Je travaille pour Non-Violent Peace Force, qui est donc partenaire du diplôme universitaire pour l'intervention civile de paix. Brièvement, Non-Violent Peace Force a été créé en 2003 et vraiment sa mission, c'est de protéger les civils dans les conflits violents grâce à des stratégies non armées et d'assurer et de construire la paix main dans la main avec les communautés locales. C'est vraiment l'idée de l'intervention civile de paix que Cécile a introduite dans sa présentation. Dans le cadre du diplôme universitaire, NP, donc Non-Violent Peace Force, a pour rôle principal d'enrichir les contenus pédagogiques à partir de l'expérience terrain. L'idée, c'est vraiment qu'on ne veut pas que ce soit uniquement théorique, que ce soit nourri par la pratique, avec les études de cas, avec les avancées ou les développements de nouvelles utilisations de l'ICP qu'on fait en fonction des nouveaux contextes qui apparaissent. Donc tout ça, on essaie de s'en servir dans la construction du DU et dans sa mise à jour chaque année, pour que ce soit au plus près de la pratique, finalement, que ce soit le plus concret possible et le plus professionnalisant pour les participants au DU. Et Cécile a aussi également mentionné qu'on co-facilite la semaine de formation en présentiel, voilà, qui est une série de simulations. L'objectif, c'est vraiment de mettre toute notre expérience en pratique, que ce soit dans les jeux de rôle ou les simulations, et que ça reflète, de mettre
autant que possible les participants dans des situations réelles à partir de ce que nous, on peut vivre sur le terrain. Par exemple, les rencontres avec les milices, voilà, ce genre de choses, ça rend les choses beaucoup plus concrètes tout de suite. Mon expérience terrain aussi, peut-être c'est ça qui vous intéresse plus, mais une question sur le nom de l'organisation, c'est Non-Violent Peace Force. En abrégé NP, donc si je vous parle d'NP, c'est Non-Violent Peace Force. Donc moi, personnellement, ça fait 2 ans et demi que je suis en Irak avec NP au sud de Mossoul, du coup. Et on travaille sur 2 axes principaux. Donc la mise en pratique de l'intervention civile de paix, là où je suis, c'est principalement essayer de construire une paix durable. Donc je ne sais pas à quel point nos auditeurs connaissent la situation de l'Irak, mais la guerre en tant que telle est terminée depuis 2017. Mais le pays reste complètement divisé et avec un niveau de violence assez récurrent et régulier. Donc l'idée, c'est la guerre, la paix, c'est pas seulement l'absence de guerre, c'est construire ensuite les situations, comment dire, une situation stable pour que la guerre ne reparte pas, que de nouvelles violences n'escaladent pas. Je suis désolée, le français aussi, et je ne l'utilise pas beaucoup, donc c'est un petit peu rouillé. Voilà, la guerre ensuite, enfin après la guerre avec Daesh et la guerre de libération, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de dénormaliser la violence comme mécanisme automatique de résolution des conflits, d'amener d'autres alternatives qui donnent aussi beaucoup plus de place aux civils, parce que finalement, dès qu'on utilise la violence, on revient très vite à l'utilisation des armes et aux acteurs de sécurité. Et l'idée de l'intervention civile de paix, c'est que les civils, ils ont aussi un rôle à jouer dans leur sécurité, dans la construction de la paix. Et il y a également un énorme enjeu, là où je suis, de reconstruire du lien entre les communautés et même entre les groupes de civils. Par exemple, entre les familles, ce qu'on appelle les familles affiliées à Daesh, dont un membre a rejoint Daesh, et les familles qui ont eu des membres assassinés par Daesh. Donc aujourd'hui, ces 2 groupes, par exemple au sud de Mossoul, ont beaucoup de mal à cohabiter, ce qui est un peu logique après tout le trauma et tout ce qui s'est passé. Mais si on veut reconstruire une paix durable, c'est comment reconstruire des espaces de dialogue, comment reconstruire du lien entre ces différents groupes pour penser le futur. Voilà, on a besoin de revivre ensemble les camps, depuis 2017 jusqu'à cette année 2023, beaucoup de gens ont vécu dans des camps de déplacés, donc comme les camps de réfugiés, mais à l'intérieur de l'Irak. Maintenant, tous les camps sont fermés et les gens doivent rentrer chez eux. Donc, c'est comment faire en sorte que, en rentrant chez eux, ça ne réexplose pas. Et aussi, comment est-ce qu'on fait en sorte de prévenir la marginalisation de par exemple, de ces familles dont un membre a rejoint Daesh, pour éviter que les générations futures, notamment tous ces enfants qui sont nés pendant la guerre, ne se sentent pas exclus, marginalisés, haïs, parce que finalement, on sait bien que tout ça, c'est ça qui fait qu'ensuite, ils sont susceptibles de rejoindre des groupes armés qui leur proposent des revenus, qui leur proposent de la reconnaissance et un sentiment d'appartenance. Donc, c'est vraiment crucial aujourd'hui, même si la guerre est terminée, de travailler sur ça, si on ne veut pas éviter que le cycle se répète encore et encore. Donc, c'est un peu pour tout ça qu'on travaille avec les méthodes de l'intervention civile de paix. Pour finir, je pense qu'après, il y aura beaucoup de questions, mais je voulais juste souligner que les apports, les méthodes de l'intervention civile de paix, au quotidien, moi, je vois leur application. Et ce qui est très riche, à mon avis, c'est c'est la souplesse qu'elles amènent. C'est à la fois une énorme boîte à outils qui nous permettent de mettre en pratique les principes qui guident notre intervention, tels que la non-violence. Et la non-violence, c'est pas seulement être normal, mais c'est vraiment de manière proactive faire en sorte de stopper et de prévenir les violences en choisissant des stratégies vraiment actives. L'impartialité, par exemple, dans ce que je vous disais par rapport à notre situation particulière au sud de Mossoul, c'est de ne pas prendre parti pour les victimes de Daesh versus les familles, parce que finalement, c'est beaucoup des femmes et des enfants, c'est principalement des femmes et des enfants. Ce n'est pas des gens qui ont décidé que leur mari, leur père, leur frère allaient rejoindre Daesh et qui n'ont pas forcément eu d'option dans la situation. Donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre intervention elle soit en faveur du droit, en faveur des plus vulnérables, particulièrement les jeunes et les femmes, mais de rester le plus non partisan possible ou impartial dans le conflit si on veut être efficace.
Et tout en, pour moi, le principe le plus important qui reste la primauté des acteurs locaux, c'est-à-dire que c'est pas à nous, en tant qu'organisation internationale, de venir expliquer quelles sont les solutions, parce qu'en fait, honnêtement, moi, ça fait 2 ans que je suis là, je sais toujours pas ce que c'est la solution, hein, et je suis pas sûre que ce soit facile. Cécile disait, il y a pas, c'est pas de baguette magique, hein, il y a pas de recette toute faite quand on veut construire la paix. Et puis d'un jour à l'autre ou d'un endroit à l'autre, c'est complètement différent les solutions qui vont fonctionner. Donc, ce que je trouve, moi, assez puissant dans l'intervention civile de paix, c'est que ces principes nous guident et on a cette énorme boîte à outils de méthodes, d'apports théoriques. Bon, OK, bah, face à cette situation-là, qui est complexe, ça nous donne, comment dire, de la créativité, d'aller imaginer les stratégies avec les civils, avec la communauté locale, qu'est-ce qu'on peut tenter pour aller vers cette paix qu'on imagine ensemble, quoi. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Marie. Merci à toutes pour vos interventions. Eh bien, écoutez, maintenant, vous avez la parole. Donc, je vous propose de ne pas hésiter à poser des questions concernant les activités de ce diplôme. Voilà, donc nous attendons vos interventions. Alors, très concrètement et opérationnellement parlant, nous avons une question. Est-ce que, Cécile, tu peux nous dire le nombre d'heures pour chaque module? Comment ça s'articule au niveau de l'organisation? Donc, tu nous as parlé de 6 modules étalés entre janvier et juin. Alors, oui, effectivement, c'est une bonne question. Les modules, alors, théoriquement, hein, sur les fiches techniques, on a mis que le DU, c'était à peu près 100 heures. C'est un cadre général. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc 4 modules qui sont des modules de parcours en ligne où vous suivez un parcours et vous avez un devoir ou des petits devoirs à faire, pas des longs devoirs, mais des petits devoirs à faire. Alors, en théorie, nous, on s'était dit que ça faisait à peu près 6-8 heures de travail par module. Les participants des dernières années nous ont dit qu'ils étaient plutôt à 20 heures de travail. Donc, c'est quand même pas mal de lecture, mais c'est du travail qui peut être organisé comme vous le souhaitez. Et puis, donc ça, c'est pour les 4 modules d'auto-parcours, si vous voulez. Et puis, il y a 2 modules qui sont un peu particuliers. Il y a donc une semaine intensive en Zoom, qui sera la semaine du 15 janvier 2024. Là, on vous demande vraiment de vous libérer cette semaine parce que nous avons des intervenants toute la semaine qui viennent vous parler de différentes dimensions et notamment de vos postures, de communication non violente, etc. Donc là, c'est une semaine pleine à 35 heures, si vous voulez, mais c'est une semaine de séminaires, d'échanges, etc. Et puis, il y aura la fameuse semaine de simulation où là, vous êtes aussi là, pour le coup, vous n'aurez pas le temps de faire grand-chose d'autre. Donc, une semaine à 40 heures fin juin. Donc, voilà ce que je peux vous dire. En théorie, il y a 2 semaines pleines, plus 4 modules de 6 à 8 heures. En pratique, les étudiants nous disent qu'il faut plus que 6 à 8 heures pour chacun des modules en parcours tout seul. Et puis, on met beaucoup de ressources complémentaires, donc beaucoup de possibilités aussi d'explorer les choses. Voilà. Maintenant, il y a 6 mois, il y a de la souplesse dans le rendu des devoirs. Vous avez la possibilité de travailler à votre rythme quand même, mis à part les 2 semaines du 16 juin et du 15 janvier, vous avez quand même pas mal de flexibilité. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, je vais poser des questions en attendant que nos participants nous en posent. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont les personnes sont évaluées? Comment ça se passe au niveau de l'évaluation? Oui, bien sûr. Alors, les 2 premiers modules qui sont 2 modules introductifs, donc un module d'études en ligne et puis la première semaine de janvier, ce sont des modules où on ne va pas noter les gens, mais on va évaluer leur participation. C'est-à-dire que c'est des modules qu'il faut valider. L'équipe pédagogique regarde si vous avez bien fait les exercices, si vous avez bien essayé de répondre au wiki, si vous avez bien participé aux conversations en ligne, etc. Vous pouvez
faire des erreurs. Vous pouvez, d'ailleurs, c'est une de nos bases pédagogiques, c'est qu'en fait, l'erreur n'est pas un problème dans notre formation. Il vaut mieux la faire en formation que sur le terrain. Donc, on va encourager les gens à faire des erreurs. Même dans les simulations, on va les pousser à faire des erreurs parce qu'on pense qu'on apprend beaucoup de nos erreurs. Mais sur les 2 premiers modules, donc, on va surtout regarder votre participation, votre engagement, votre capacité à vous intéresser. Et là, on vous donnera un valide ou un non validé. Mais ce sont des notes importantes parce que si vous ne validez pas, vous êtes un peu bloqué. Ensuite, il y a 3 modules plus spécialisés, un sur la médiation, un sur l'analyse des conflits et un sur la sécurité. Là, vous aurez des notes. Vous aurez des devoirs à rendre et des notes. Et là, c'est à chaque fois, il y a une personne, un de mes collègues, qui suit ce module. Et puis, sur le dernier module, le module de simulation, vous avez les deux. Vous avez une note qui vous est attribuée parce que l'équipe pédagogique va vous observer en situation, vous fait faire des simulations et on vous observe. On observe comment vous réagissez, comment vous êtes sous pression, est-ce que vous collaborez, comment vous connaissez vos limites ou pas, etc. Donc là, il y a une note qui va être attribuée. Est-ce que vous respectez les consignes de sécurité, par exemple, très important, et ce genre de choses. Et donc, vous attribuez une note et on vous met un validé, non validé aussi. Mais donc, il faut, les notes se compensent, il faut avoir plus de 10, mais il faut aussi avoir les éléments de validation. Il nous est arrivé une fois en plusieurs années d'avoir quelqu'un qui avait d'excellentes notes en théorie, d'avoir quelqu'un qui se débrouillait très bien, qui comprenait tout, mais qui a eu une attitude pendant la formation qui fait que mes collègues, qui sont des collègues de terrain, m'ont dit on ne veut pas de cette personne dans notre équipe. On ne pourrait pas envoyer cette personne, elle mettrait l'équipe en danger dans une situation de conflit. Et donc, on a bloqué la validation. Donc, ça peut arriver là. Le savoir-être est fondamental. La partie technique, on peut l'apprendre, on peut la travailler, on peut être plus ou moins bon. On travaille en équipe, donc quand on n'est pas bon sur quelque chose, avec un peu de chance, il y a quelqu'un d'autre qui peut compenser. Mais le savoir-être, ça, c'est fondamental. Et ça, on peut aussi le travailler, mais c'est vraiment la chose la plus importante. En termes de professionnels, à qui s'adresse cette formation? Est-ce qu'elle peut s'adresser, par exemple, à des élus? Est-ce qu'elle peut s'adresser, je ne sais pas moi, à des agents de sécurité, à des personnes qui travaillent, des travailleurs sociaux, qui peuvent faire de l'encadrement, par exemple? À qui ça s'adresse au final? Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que quand on a créé cette formation, c'était juste avant le Covid et on pensait vraiment à nos partenaires de terrain, on pensait à l'Irak, au Soudan, à la Colombie, etc. Et puis, on s'est rendu compte, et le Covid a aussi aidé à cette réflexion, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi, on a eu des demandes de travailleurs sociaux, on a eu des demandes plus récemment d'élus locaux qui se posent la question de la violence dans leur travail, de la violence dans leur ville, dans leur communauté. On a eu des liens avec des militaires aussi qui connaissent bien leur outil. Les militaires utilisent la violence, ils en connaissent aussi les limites. Parfois, ils sont très clairs là-dessus. Et on a eu aussi des prêtres qui, eux, sont, alors des prêtres africains, par exemple, qui, eux, sont en première ligne, souvent des conflits sur le terrain là-bas. On a des défenseurs des droits humains de différents pays. Donc, ça a été très varié, des gens qui travaillent dans l'humanitaire. Et je pense qu'on est encore en train de découvrir, avec le monde qui change, avec l'Europe qui change, on est en train de découvrir que d'autres métiers peuvent être intéressés par ces compétences et que nous aussi, on a à apprendre. Des métiers qui arrivent avec des besoins particuliers, avec des compétences à développer. Donc ça, c'est un processus en cours, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ce qu'on avait imaginé finalement au début. Alors, il y a aussi une autre richesse qui est intéressante dans ce diplôme, c'est le caractère international de ce diplôme, puisqu'on a des personnes françaises qui intègrent ce diplôme, mais on a aussi des personnes qui viennent de tout horizon. Oui. Marie, n'hésite pas, puisque tu as quand même été très impliquée dans la formation, n'hésite pas à rebondir aussi sur ce que je dis. Oui, on a eu pas mal, et c'est une de nos
des choses qui nous paraissent les plus importantes. Si on a basculé en français, parce que moi j'ai travaillé en anglais pendant longtemps, si on a décidé de faire un diplôme français, c'était aussi pour pouvoir finalement l'offrir à des pays où l'anglais est plus compliqué. Et depuis quelques années, on a donc des gens qui viennent du Burundi, du Togo, de Côte d'Ivoire, de République centrafricaine, du Congo, qui sont très, très demandeurs. Alors, on a beaucoup de demandes, peu de gens réussissent finalement à venir et à obtenir le visa pour venir. C'est parfois extrêmement compliqué. Mais alors, ce qu'on a découvert, c'est que ces gens-là, quand ils viennent et qu'ils repartent, ils repartent avec la fameuse boîte à outils dont parlait Marie et ils mettent ça en application à une vitesse. Nous, en Europe, on est franchement pas assez rapide ou peut-être pas assez conscient des enjeux. Mais là, on voit par exemple 2 collègues togolais qui sont venus cette année et là, du coup, ils m'ont rappelé en me demandant d'intervenir parce qu'ils forment d'autres jeunes sur place. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi une grande victoire, c'est que ces outils puissent être vécus comme pertinents. Après, il faut les adapter à chaque terrain, hein, ça varie énormément. Mais nous, on a aussi beaucoup à apprendre de cette façon dont ces outils sont mobilisés un peu partout. Est-ce que tu voulais intervenir, Marie? Pardon. Non, pas de souci. Je voulais juste ajouter Vas-y. que ce côté international, ça enrichit énormément, notamment la formation en présentiel, la semaine en présentiel. Parce que du coup, justement, on parle de cette boîte à outils et cette créativité, mais ça, comme les participants arrivent avec leur propre contexte, leur propre challenge, qu'on ne connaît pas forcément, enfin, qui sont différents de là où on travaille. Et il y a cet échange de pratiques et la formation est très basée sur, voilà, sur une facilitation active et participative. Du coup, il y a énormément d'échanges, de questionnements et ben, par rapport à ce problème-là, et c'est des nouveaux problèmes. Enfin, par exemple, pour moi, comme professionnel, je n'ai pas été confrontée à cette situation et ils nous amènent ces challenges et aux autres participants. Et ensemble, on a, bon, alors, avec notre boîte à outils, avec nos principes, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire l'ICP par rapport à cette situation? Donc, ça enrichit le côté international, enrichit vraiment, vraiment la formation. Oui, je suis d'accord. On apprend, enfin, moi j'apprends chaque année, hein. On a eu des discussions sur la question du genre, on a eu des discussions sur la question de la corruption, enfin voilà, des choses qui remontent d'expérience. Et là, c'est extrêmement fort. Puis c'est très enrichissant pour le coup, ça apporte une brique supplémentaire d'avoir toute cette richesse en fait de participants qui ont, comme tu dis, toutes leurs expériences à amener avec eux en fait. Alors, on a deux autres questions. Alors, est-ce que ce DU est accessible en étant à la retraite? Alors, oui, eh bien alors, écoutez, c'est intéressant cette question parce qu'en fait, on a eu 2 personnes qui l'ont fait en début de retraite. C'était des personnes qui avaient eu une carrière assez riche et large dans leur vie et qui voulaient se réimpliquer dans des organisations de solidarité plutôt sur le territoire français et qui sont venus le faire. Alors, une, c'est sur le territoire français, une autre, c'était quelqu'un qui avait 30 ans de Nations Unies derrière elle et une japonaise et qui voulait. Alors, l'une voulait s'impliquer dans des organisations françaises et l'autre voulait écrire un doctorat pour savoir comment réformer le peacekeeping des Nations Unies. Vous voyez, des projets très différents. Mais j'avoue que ces 2 personnes ont aussi beaucoup apporté de par justement leur maturité, leur expérience, leur regard. C'était parfois plus calme que les plus jeunes. Et ça a été aussi une découverte assez récente de ces options, parce que je pense que quand on prend sa retraite, on a encore des années devant soi et cette capacité à se poser de façon un peu plus mûre dans des contextes qui peuvent devenir des contextes de tension, y compris chez nous, pourquoi pas? Nous, on devient vraiment ouvert finalement à des trajectoires, des parcours, des projets assez différents. Alors, on a 2 questions autour de l'inscription au DU. Alors, il y en a une, est-ce qu'il faut une lettre de motivation? Enfin, quelles sont les conditions pour s'inscrire? Ça, c'est une première question. Et une deuxième question, quand on est déjà étudiant à l'ICP, est-il possible d'intégrer ce DU? Alors, quand on veut postuler, il faut aller sur le site, vous postulez, vous devez effectivement déposer pardon, un CV, une lettre de motivation et une pièce d'identité. Voilà, les choses de base pour que nous, on puisse examiner votre dossier. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, si vous êtes étudiant à l'ICP, oui, c'est possible. Il y a même d'ailleurs une réduction du tarif pour les étudiants qui sont déjà à l'ICP.
Alors, on a des étudiants chaque année qui le font, des étudiants en master, des étudiants en licence. Donc, c'est beaucoup de travail. Il faut être vraiment rigoureux dans son travail, mais c'est possible. La semaine dernière, j'avais une étudiante qui était en 3e année de licence en sciences sociales, qui a fait le diplôme, Chloé Vidal. Bon, je lui dis ça pour Marie. Et Chloé a été remarquable, en fait. Et grâce, en faisant ce diplôme, elle a en fait réussi à intégrer le master Dauphine en Peace Research directement. Et je pense que le diplôme l'a pas mal aidé. L'année d'avant, on avait 2 autres étudiantes de l'ICP, dont l'une est allée aussi ensuite à Sciences Po sur des questions plus géopolitiques. Donc, c'est possible. Je dis c'est du travail, hein. C'est vraiment là, il faut être super carré. Mais finalement, ce qui se combine pas trop mal si vous êtes en cursus, c'est que les examens que vous avez dans vos cursus, qui sont plutôt fin avril, début mai, sont pas dans une période intense euh, du, du DU. Les périodes intenses, c'est fin juin ou début janvier. Donc, le semestre arrive, on arrive à passer un petit peu entre les deux. Si vous êtes en master, on a eu aussi une personne en master l'année dernière, il faut véritablement faire attention au moment de votre stage, de bien négocier la semaine de libre, la semaine de janvier. Donc, le principe, c'est que c'est un diplôme qui peut être fait par des professionnels, donc qui déjà ont une activité, ou par des étudiants, avec de l'organisation et de l'anticipation. Dans les 2 cas, c'est nécessaire. Merci Cécile. Nous avons une question autour des territoires. Donc, avec cette boîte à outils, nous pouvons intervenir dans les établissements scolaires où la violence est banalisée? Alors, je pense que si vous voulez intervenir dans des établissements scolaires, il faut déjà le pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir les structures qui permettent de le faire. Donc, en général, c'est soit peut-être des structures associatives, soit en travaillant avec les écoles, comment je vais dire, avec les mairies, par exemple, les mairies qui sont responsables pour les écoles primaires, etc. Donc, on ne peut pas juste débarquer comme ça dans une école avec ces outils. Et puis, d'autre part, il faut monter un programme, il faut savoir ce qu'on va faire dans une école. Dans l'école française, par exemple, il y a des projets qui sont déjà établis. Par exemple, je pense à l'association Génération Médiateur, qui sont là pour travailler à la médiation. Ce sont des jeunes hein, qui se forment à la médiation pour débloquer des conflits. Donc, je pense qu'avec ces outils-là, vous pouvez réfléchir à ce qui pourrait être peut-être décliné dans certaines écoles et proposer ça à des organismes qui sont déjà sur place, voire à des mairies, etc. Je pense que c'est des projets qui se pensent, qui se construisent doucement. Ce que nous, on peut apporter, c'est une réflexion fondamentale sur les postures, sur la non-violence, sur ce que c'est que la violence dans les contextes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux de harcèlement cyber, etc. On n'est pas des spécialistes de ça. Il y a peut-être d'autres organisations qui font des choses plus spécialisées, mais on peut peut-être apporter une réflexion de fond et des outils qui peuvent être ensuite redéclinés. Je dirais ça, a priori. Oula, il y a une question, je ne sais pas répondre. Je suis avocat depuis 30 ans et ne retrouve pas la trace de mon diplôme du bac qui doit être saisi sur le site. Comment faire? Alors, c'est pas très grave. Si vous avez un diplôme post-bac, c'est-à-dire un diplôme pour lequel vous avez eu besoin de votre bac, vous pouvez utiliser celui-là, parce que ça veut dire que vous avez bien eu votre bac si vous êtes avocat au barreau de Paris. Donc, je pense qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là. Moi, je ne saurais pas dire où est mon diplôme du bac non plus, je crois. De toute façon, vous pouvez vous inscrire. Tous les dossiers sont vérifiés par Cécile, validés. Parfois, l'expérience professionnelle est quelque chose aussi de très important. Donc, n'hésitez pas. Ça ne doit pas être un blocage. Dans tous les cas, votre dossier sera vu et validé par Cécile, qui vous contactera le cas échéant pour échanger si besoin. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou peut-être Charlotte, est-ce que tu as envie d'intervenir, ajouter quelque chose? Peut-être. Ou Marie? Je ne sais pas si je pourrais encore ajouter quelque chose de plus pertinent à ce qui a déjà été dit. Peut-être à ce moment-là revenir sur ce qu'a dit Cécile. En revanche, effectivement, qui rejoint un peu le mandat moral de l'intervention civile de paix et ce qui est le plus important à l'issue de cette formation.
On a tendance, en voulant bien faire en réalité, lorsqu'on sera en tant que volontaire et pratiquant d'intervention civile de paix sur le terrain, à intervenir pour aider, pour potentiellement donner son avis sur des projets qui sont en cours. Et c'est ce que j'essayais de mentionner un peu plus tôt en respectant néanmoins mon temps de parole. Il est encore une fois très, très important de comprendre que l'intervention civile de paix, justement, ce qui fait sa particularité et ce qui la permet aussi de différencier avec certaines méthodes de l'humanitaire qui sont en cours, c'est cette posture d'observateur, c'est cette posture de conforter, disons, dans notre présence sur le terrain, les acteurs locaux à poursuivre leurs projets, mais tout en leur laissant la responsabilité de ceux-ci au maximum. Qu'il y ait des erreurs qui puissent être faites, c'est normal, mais ça doit absolument provenir en fait de leur propre capacité, de leur volonté. Et nous, notre rôle en tant qu'observateurs internationaux, tant de la situation des droits humains que en matière de renforcement de capacité sur des projets locaux qui ont à voir avec la satisfaction des droits humains, avec la construction de sociétés pacifiées notamment, puisque l'un ne va jamais sans l'autre, c'est simplement de permettre à ce que ces projets puissent continuer, surtout dans des cas de tension et de conflit, où parfois il peut y avoir des conflits d'intérêts, je me répète un petit peu, mais avec les gouvernements en place ou avec certains groupes sur le terrain. Notre présence, à travers l'intervention civile de paix, a cet avantage qu'elle peut être dissuasive en fait pour les menaces autour, ce qui permet à terme pour les projets locaux de continuer de se développer le plus sereinement possible. Néanmoins, pour en revenir à ce que je disais un peu plus tôt sur le mandat moral, l'intervention civile de paix et la non-ingérence, notre rôle n'est pas d'arriver et de donner des conseils sur la façon dont comment les projets doivent se poursuivre, quand bien même nous soyons sollicités, puisque ça peut arriver aussi de la part des acteurs locaux pour donner des avis. Il est important réellement pour le respect des valeurs de l'intervention civile de paix, mais ça vous le verrez également durant la formation, de toujours maintenir cette distance. Et le cas échéant, si vous devez être dans ce type de situation, simplement dire, nous confions dans le projet que vous avez établi, dans les lignes que vous avez établies, et nous vous accompagnons dans tous les cas. Si problème il doit y avoir, nous participerons effectivement. Merci beaucoup, Charlotte. C'est très important, effectivement, de bien souligner l'aspect culturel, finalement. C'est-à-dire, voilà, je viens avec ma culture, mais je suis dans une autre culture. Donc, comment je fais pour me confronter sans avoir à m'imposer, à imposer la mienne, et simplement être à l'écoute de ce qui se passe et comment accompagner vers la paix. En fait, juste pour rebondir et peut-être pour finir, ce qu'a dit Charlotte est fondamental parce que, au fond, ce qu'on reconnaît, on a fait 20 ans d'interventionnisme, même 30 ans d'interventionnisme un peu partout. On a essayé de reconstruire des pays, de créer des démocraties en Libye, en Irak, en Afghanistan, au Mali, dans plein de pays. Il y a d'autres pays où on n'a pas mis les pieds, mais en fait, une des grandes leçons de ces 20 dernières années assez catastrophiques, en fait, c'est que la paix vraiment se construit de l'intérieur. Elle se construit de l'intérieur des communautés, si on veut que ça tienne. C'est là que ça se joue, de l'intérieur même des personnes. Et c'est cette capacité finalement à tisser un lien avec les autres, ceux dont elles ont peur. C'est comment on retisse des liens à travers des choses terribles, des douleurs, comme le mentionnait Marie. Et ça, nous, il faut bien être conscient, mais ça peut être pareil, vous parliez des écoles, ça peut être pareil à l'intérieur entre les enfants. C'est comment nous, on encourage, on est là, on est en soutien des personnes qui font ce chemin et qui sont extraordinaires, les personnes de terrain qui font ce chemin. Elles font des choses que nous, on ne serait peut-être pas du tout capable de faire. Et nous, notre travail, c'est de dire qu'on est en soutien de ce travail-là, de reconnexion, de reconstruction, parfois de confrontation même face à des abus des droits de l'homme, etc. Et ça, c'est une approche un peu humble, mais qui nous semble toucher quelque chose d'important sur le terrain. Eh bien, merci à toutes. J'ai peut-être une dernière question quand même. Tout à l'heure, tu nous disais que la formation a été créée en 2018, juste avant le Covid. Mm. Qu'est-ce qui a été un déclic chez toi pour créer? Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en place cette formation? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, comme je l'ai dit, ça faisait plus de 10 ans, moi, que je travaillais là-dessus et on avait des formations à l'Institut catholique de Paris en anglais.
en fait, en lien avec le comité. On travaille avec le comité depuis longtemps, mais tout était fait en anglais. Parce que ce sont des outils qui sont développés en anglais. Marie travaille en anglais. C'est véritablement les langues de travail principales. Et on s'est rendu compte que c'était un blocage par rapport à un certain nombre de personnes et qu'on n'avait en France pas d'équivalent. Et donc, on s'est dit véritablement à un moment, il faut qu'on arrive à développer ça en français. Et alors, je dois vous dire que c'est une aventure, parce qu'on pensait qu'on devait juste finalement traduire des choses de l'anglais au français, et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Qu'il a fallu absolument repartir à zéro, surtout réinventer, se réadapter, parce qu'évidemment, democracy en anglais, c'est pas du tout la même chose que démocratie en français. Qu'il y a beaucoup de termes qui sont en fait très représentés différemment. Et du coup, pour nous, c'est une aventure. Et on se rend compte après, quand on parle avec nos collègues africains ou ailleurs, que eux-mêmes ont leur propre acception des termes et qu'eux-mêmes doivent se ressaisir des concepts. Mais je pense que c'est toute la richesse des échanges qu'on a eus depuis 5 ans. Alors, quelle est la différence avec la certification professionnelle intervention civile de paix? Eh bien, il n'y en a pas. Je pense que la certification En fait, professionnelle, oui, la c'est ce que, certification, c'est France Compétences, en fait. voilà, c'est ce que Oui. vous obtenez, en fait, la certification. C'est-à-dire que si vous faites ce diplôme, vous obtenez le titre de diplôme et vous obtenez cette certification. Voilà. Et le C'est pas diplôme vous est forcément. délivré par l'Institut Voilà, catholique de Paris, organisme privé. voilà. Le diplôme vous est délivré par l'Institut catholique de Paris, mais comme on est référencé au titre du registre spécifique du RNCP, vous obtenez aussi cette certification. C'était à 2 ans. Ah, je sais pourquoi c'est à 2 ans. Parce qu'en fait, on a un site plutôt qui est orienté plutôt vers les pros et un site qui est le site général pour les étudiants. Donc, c'est Oui, possible que, oui. oui, c'est une bonne question. Il faut que nous, on arrive à être plus clair là-dessus, je crois. Tout à fait. C'est la même chose. Eh bien, on arrive à la fin de cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Marie, parce qu'il est très loin et qu'il est tard en plus, je pense, là, en Irak. Donc, merci beaucoup de ta présence. Merci à Charlotte Merci à vous. et à Cécile. Et puis, alors à nos participants, nous allons revenir vers vous de toute façon par mail avec toutes les informations relatives à cette formation, sachant que la prochaine session démarre en janvier. Donc, si vous voulez vous inscrire, bah, c'est maintenant, hein. Les inscriptions sont lancées, en tout cas déjà nous sur le site. On va vous envoyer également un sondage pour avoir votre retour un petit peu sur cette webconférence. Donc, et vous aurez également un replay de cette intervention que nous vous adresserons parce que peut-être que des personnes ont dû partir plus tôt ou n'ont pas pu venir aussi aujourd'hui. Donc, nous vous enverrons tout ça. Voilà. Merci à tous Merci beaucoup. et Merci de nous votre vous présence. souhaitons… une toute petite chose avant de clôturer Pardon, cette réunion, oui. et c'est que je me permettrai d'ajouter une toute petite chose, et c'est que si vous voulez des informations complémentaires ou un suivi justement sur les processus d'inscription du diplôme, le diplôme en lui-même n'a pas de page sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez nous suivre au travers du comité français d'intervention civile de paix qui est présent tant sur LinkedIn que sur Facebook et sur Twitter, où on relaie régulièrement justement plusieurs fois le lien d'inscription et les informations relatives au diplôme. Et je rajouterai même, merci Charlotte, que sur le site du comité, il y a aussi des petites vidéos explicatives, des témoignages de gens qui font ce travail. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher parce que vous verrez que c'est un travail qui se décline dans de nombreux pays. Merci à toutes. Nous vous souhaitons une bonne soirée et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.